Bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau rendez-vous expert Moniteur Juris, présenté par les éditions des Moniteurs et animé par Maître Vianney Cuny et Maître Laura Ceccarelli-Le Guen. Ce webinaire concernera la loi Industrie verte et ses impacts sur le droit de l'urbanisme. Tout au long de cette conférence, vous pourrez poser vos questions à l'aide du petit module de saisie qui se trouve à droite de votre écran. Vous pouvez l'ouvrir à l'aide de la petite flèche orange et ensuite saisir votre question dans le champ questions, en n'oubliant pas de valider votre question pour qu'elle soit bien envoyée. Voilà. Je vous laisse donc en compagnie de Maître Vianney Cuny et Maître Laura Ceccarelli-Le Guen du cabinet DS Avocats et vous retrouve en fin de conférence pour les questions. Bon webinaire à tous. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire sur la loi Industrie verte, qui sera focalisé sur les questions d'urbanisme et plus généralement de ce qu'on appelle le permitting, donc tous les éléments nécessaires pour obtenir et sécuriser les autorisations des projets. La loi Industrie verte a été donc promulguée le 23 octobre 2023. Son objet est essentiellement de renforcer et positionner la France sur un certain nombre de secteurs d'activité et plus particulièrement sur les secteurs d'activité à haute valeur ajoutée de la décarbonation, avec une approche qui est double. Une première approche qui est environnementale, c'est-à-dire de donner à la France les outils nécessaires pour faire face à l'urgence climatique et notamment réduire ses émissions de gaz à effet de serre avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 en écho aux accords de Paris, et aussi un objectif économique qui est donc de renforcer l'économie française sur un certain nombre d'activités à haute valeur ajoutée qui sont créatrices d'emplois non délocalisables, avec l'idée de répondre aussi à l'impact économique qu'a eu l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, où les Américains ont mobilisé 369 milliards de dollars pour soutenir l'industrie verte sur 10 ans. Et donc, ça s'inscrit aussi dans cette stratégie à la fois européenne et nationale de répondre à ces enjeux économiques et industriels pour que la France soit compétitive sur ces secteurs. Alors la loi Industrie verte est assez large, elle prévoit énormément de dispositifs. Elle est en fait répartie en 3 blocs principalement. Un bloc sur les procédures urbanistiques, environnementales, un bloc sur la commande publique et un bloc qui est sur le financement et la redirection d'un certain nombre de mécanismes d'épargne vers ces industries vertes. Nous sommes concentrés sur un certain nombre de volets qui vous sont présentés ici sur cette slide que nous allons vous présenter plus en détail. Notre présentation ne recherche pas l'exhaustivité complète, puisque en fait il y a énormément de dispositifs qui peuvent être un petit peu éparpillés parfois, mais d'approfondir avec vous un certain nombre de mécanismes qui nous semblent centraux, notamment en matière de permitting. Nous allons d'abord évoquer la question des nouvelles procédures en matière de mise en compatibilité et d'évolution des programmations, la question des nouveaux dispositifs de reconnaissance anticipée des raisons impératives d'intérêt public majeur sur la biodiversité protégée, la réforme de la procédure d'autorisation environnementale, les nouvelles mesures en matière de friches, et enfin la réforme de la compensation écologique par l'offre. Donc nous commençons par les évolutions en matière de planification. Donc un des premiers éléments, c'est ce qui ressortait énormément d'ailleurs des débats parlementaires, la France manque d'outils de planification industrielle, et donc en tout premier lieu, la loi s'attache à développer ces outils de planification par 2 biais notamment. Un premier biais qui est la planification régionale, c'est-à-dire que désormais les SRADET, donc les documents de planification au niveau régional,
devront intégrer des objectifs en matière de développement logistique et industriel, et notamment des localisations préférentielles, c'est-à-dire prévoir des localisations sur certains secteurs de ces industries. Et les SRADET devront intégrer donc ces nouveaux objectifs dans le cadre d'une procédure de modification dédiée qui est prévue par la loi et qui doit intervenir 6 mois à compter de la définition par la voie de décret des objectifs régionaux en matière de développement des énergies renouvelables. Deuxième levier, c'est la planification nationale. Ça, c'est un élément qui a fait l'objet d'énormément de discussions entre les parlementaires. L'État va devoir se positionner et développer une stratégie nationale en matière d'industrie verte pour la période 2023-2030, notamment avec un certain nombre de développement de filières, cibler certaines filières qui sont considérées comme étant les plus prioritaires en matière de décarbonation, et en tenant compte de l'ensemble des autres objectifs qui sont poursuivis au niveau national, dont les objectifs bas carbone, biodiversité et de désartificialisation des sols. Cette stratégie, elle n'aura pas de valeur juridique et prescriptive, mais néanmoins, on verra qu'elle pourra être intéressante, notamment pour justifier des raisons impératives d'intérêt public majeur dans le cadre des projets. Un des premiers dispositifs que prévoit la loi, c'est une réforme de la procédure de concertation et de débat public avec c'est les procédures de la Commission nationale du débat public, les procédures CNDP. Et la loi prévoit dorénavant que lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement susceptibles de relever de la saisine obligatoire de la CNDP sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène, au cours des 8 années à venir, il peut être organisé à la demande d'une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale avec garant pour l'ensemble des projets, bien évidemment sous l'égide de la CNDP. Dans ce cas, ces projets, ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation, seront dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre, si leur mise en œuvre débute au cours des 8 années, des 8 années donc, qui sont ce cadre temporel référentiel qui a été posé par la loi, suivant la fin de ce débat public global ou de cette concertation globale. Mais la SNDP pourra, toujours saisie d'une demande en ce sens, décider d'organiser un débat ou une concertation pour certains projets si elle l'estime nécessaire. Donc l'idée, ça, c'est de regrouper un certain nombre de procédures de concertation sur des territoires où on sait qu'ils vont être ciblés globalement pour faire l'objet de plusieurs implantations industrielles qui sont dédiées à la décarbonation. C'est les grands ports maritimes, notamment un certain nombre de projets sur les grands ports maritimes qui sont ciblés afin de permettre d'avoir des concertations uniques et donc d'éviter la multiplication des concertations alors même qu'on est sur des projets qui concernent le même territoire. Je passe la parole à Laura concernant maintenant les procédures de mise en compatibilité. Un petit mot préalable pour vous rappeler que ce webinaire est filmé. Vous pourrez donc le retrouver ensuite sur le site du moniteur. Et si vous souhaitez qu'on vous adresse notre support PowerPoint, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Nos adresses figurent en première page. Notamment, vous verrez, il y a certaines slides où on passera peut-être un peu plus vite qui sont destinées plus à un usage ultérieur. Donc, n'hésitez pas à nous demander ce support. Donc, il y a effectivement 2 nouvelles procédures de mise en compatibilité qui sont créées par la loi Industrie verte. L'une qui existait déjà, qui concerne la mise en compatibilité par déclaration de projet, qui est une procédure qui est déjà bien connue et visée à l'article L300-6 du Code de l'urbanisme. Elle est très souvent utilisée. J'ai vu dans certains commentaires qu'elle ne l'était pas, c'est faux. C'est une procédure qui est très efficace, qu'on utilise régulièrement pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme, soit pour la réalisation d'actions d'opérations d'aménagement, soit c'était déjà prévu par le texte pour des programmes de construction, y compris privés, dès lors qu'ils étaient d'intérêt général. D'ailleurs, on peut s'interroger à cet égard sur la nécessité d'ouvrir ainsi le champ d'application de cette procédure
donc à deux nouveaux types de construction, les installations industrielles, y compris de petites et de moyennes entreprises qui participent aux chaînes de valeur des activités dans des secteurs de technologie favorables au développement durable. Ce qui est intéressant, c'est que ces secteurs d'activité seront définis par décret en Conseil d'État et que le texte vise également les entrepôts logistiques qui seront nécessaires au fonctionnement de cette installation et des installations de recherche et de développement toujours dans ces... On peut se dire que ça aurait pu relever des programmes de construction privée d'intérêt général. Je pense qu'ils ont voulu créer une sorte de présomption d'intérêt général pour ce type d'activité, notamment pour les petites et moyennes entreprises. L'objectif, certainement, pour les grandes entreprises industrielles, c'était assez facile de justifier d'un intérêt général, là où pour des plus petites, cette présomption qui va être finalement fixée permettra peut-être de faciliter le recours à cette procédure qui, une fois de plus, présente de nombreux avantages. D'abord parce qu'elle permet de mettre en compatibilité de nombreux documents. Elle peut mettre en compatibilité un PLU, ça c'est classique, mais également un SCOT, un SRADET, et lorsqu'elle est, notamment lorsqu'elle est adoptée par l'État, on peut aussi mettre en compatibilité un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, donc des choses qui sont quand même souvent impactantes pour ce type de projet, et donc c'est vraiment une utilité à relever. Son délai de mise en œuvre est assez variable, entre 8 et 18 mois. Ça dépend en réalité si on est soumis ou pas à l'évaluation environnementale. Et pour savoir cela, ça dépend du document mis en compatibilité et puis de son objet. Mais ça reste quand même une procédure un peu clé en main qui est très utile à utiliser. Il y a une autre procédure de mise en compatibilité. Encore. Il y a une autre procédure de mise en compatibilité assez novatrice, là, cette fois-ci qui est complètement nouvelle, qui concerne cette fois-ci des projets un peu dédiés. Donc, c'est pour les projets d'intérêt national majeur. C'est donc un nouvel article, L300-6-2, qui vise des projets industriels qui, en raison de leur envergure ou de leur objet, notamment dans ce qu'ils vont représenter pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peuvent recevoir une qualification par décret. Il y a une procédure qui est mise en œuvre, c'est la région qui a l'initiative de cette qualification, mais il faut avoir recueilli les avis des communes et EPCI concernés, et ensuite le ministre a 3 mois pour dire s'il accepte cette reconnaissance de PINM et pour prendre un décret qui va permettre de mettre en compatibilité les documents d'urbanisme. Donc là encore, on est sur quelque chose d'assez vaste puisque ça peut viser différents types de documents d'urbanisme, les SRADET, le ZRIF, le PADUC, les SAR, les SCOT, les PLU, donc c'est quand même très très général. Mais il y a quand même une réserve majeure, c'est qu'il faut l'accord de la commune, du maire de la commune d'implantation, sachant que l'avis de la commune prime. Donc, il y a vraiment quand même le PC compétent en matière de PLU va primer. Donc, il y a quand même vraiment l'idée d'une nécessité d'un consensus politique important pour pouvoir finalement mettre en œuvre cette procédure qui présente aussi un autre intérêt. Enfin, elle est par décret, donc elle est quand même relativement lourde. Hein, ce n'est pas anodin non plus d'avoir recours à un décret, mais elle présente l'intérêt d'avoir une procédure de participation par voie électronique et non une enquête publique. Donc, elle peut être potentiellement plus rapide que d'autres. Il y a aussi un transfert de compétences en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, puisque dans ce cas-là, ça sera le préfet et non le maire qui sera compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme, et il peut avoir une instruction en temps masqué en même temps, finalement, simultanément à la procédure de mise en compatibilité. Il y a d'autres intérêts, notamment ce décret qui pourra qualifier de RIPM, mais là-dessus, Vianney reviendra sur ces sujets. Donc, nous passons à la reconnaissance par l'État des raisons impératives d'intérêt public majeur d'un projet. Alors, c'est un vieux sujet de faire reconnaître les raisons impératives d'intérêt public majeur dans le cadre des projets. Ça avait déjà été débattu lors de la loi ASAP et finalement, ça n'avait pas figuré dans la loi. Et là, cette idée a été réintégrée dans le projet de loi Industrie verte. Pourquoi? Parce que les conditions pour obtenir une dérogation espèce protégée, donc je rappelle, il y en a 3, au titre de l'article 411-2.4 du Code de l'environnement, les raisons impératives d'intérêt public majeur, l'absence de solutions alternatives satisfaisantes et le maintien des populations d'espèces concernées dans un état de conservation favorable sur leur aire de répartition naturelle.
Une de ces conditions qui est particulièrement redoutable, c'est les raisons impératives d'intérêt public majeur, qui est une notion qui est essentiellement et quasiment même exclusivement jurisprudentielle et qui a fait l'objet d'une grille d'analyse assez exigeante du juge administratif, où en clair, il faut raison impérative, il faut que le projet soit indispensable, et d'autre part, intérêt public majeur, qu'il réponde à des besoins économiques, sociaux supérieurs. L'idée, c'est de justifier que le projet est d'un intérêt tel qu'il est justifié de porter atteinte à la biodiversité protégée. Ce qui ressort des différentes jurisprudences qui ont été rendues sur cette notion, c'est qu'il faut que les projets ne soient pas simplement pour l'intérêt d'une entreprise, mais qui répondent à un objectif stratégique supérieur. Alors pour les énergies renouvelables, ça a été la puissance du projet, sa capacité productive, c'est-à-dire sa manière de contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et pour les projets d'aménagement, logistique, industriel, immobilier ou autres, c'est qu'ils s'inscrivent dans des priorités européennes, nationales, locales qui sont définies par des planifications et des documents stratégiques. La difficulté, c'était comment ces critères peuvent varier d'un dossier à l'autre, et c'est vrai que c'est toujours un examen au cas par cas, quelle échelle de projet retenir, et puis comment formaliser le fait qu'un projet participe d'un objectif stratégique qui n'est pas simplement microéconomique, mais qui est macroéconomique. Alors il y a une première stratégie qui a été prise par la loi énergie renouvelable de mars 2023, qui est la présomption de raison impérative d'intérêt public majeur. Donc cette technique s'est basée notamment sur un certain nombre d'éléments de la jurisprudence européenne et de la Commission européenne, qui est de dire qu'au-delà d'une certaine puissance, les installations d'énergie renouvelable sont présumées d'intérêt public majeur. Et un décret récemment, du 28 décembre 2023, a défini ces seuils de puissance. Donc là, à partir du moment où vous êtes sur une typologie d'installation avec une certaine puissance, vous êtes présumé être d'intérêt public majeur, donc sauf renversement de cette présomption, c'est un gage de sécurité juridique important pour les projets. Alors la deuxième stratégie, et c'est celle que poursuit la loi Industrie verte, c'est une reconnaissance des raisons impératives d'intérêt public majeur, par le prince, par le souverain, qui n'est pas une présomption. C'est pas une présomption, c'est le fait que l'État formellement reconnaît que ce projet est d'intérêt public majeur, procède de raison impérative d'intérêt public majeur. Et la loi Industrie verte donc rend cette reconnaissance des raisons impératives d'intérêt public majeur dans 3 types de dispositifs. Donc c'est ceux que vient présenter Laura. Donc la déclaration de projet de l'article 300-6 du Code de l'urbanisme pour les projets d'installation industrielle dans les technologies favorables au développement durable et les réseaux publics de transport qui sont relatifs à ces installations, le décret de projet industriel de projet d'intérêt national majeur et la déclaration d'utilité publique d'un projet industriel, d'un projet d'infrastructure, ainsi que d'un projet de création, modification du réseau public de transport d'électricité qui est directement lié à ces projets pendant la durée de validité de la déclaration d'utilité publique. Alors ça, c'est une vraie nouveauté. Au début, dans le premier draft de la loi Industrie verte, c'était pour tous les projets. Puis au fur et à mesure des débats, ils l'ont restreint aux projets industriels. Mais ce n'est pas forcément des projets industriels dans la décarbonation. Le terme est large puisque c'est tous les projets industriels. Donc potentiellement, n'importe quel projet de nature d'activité économique industrielle pourra recourir à ce mécanisme. Particulièrement, c'est au niveau des zones d'activité. Quand on créera une zone d'activité industrielle en cas d'une opération d'aménagement, la DUP pourra reconnaître les raisons impératives d'intérêt public majeur de ce projet. Alors, ce qui est spécial et nouveau aussi, c'est que l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur ne pourra être contestée que dans le cadre du recours contre l'acte reconnaissant ces raisons impératives d'intérêt public majeur. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus contester après dans le cadre de la demande, dans le cadre d'une contestation contre l'autorisation environnementale ou la dérogation espèce protégée si elle n'est pas demandée dans une autorisation environnementale.
Comment intégrer cette reconnaissance anticipée au projet? Ça, c'est une méthodologie qu'il faut suivre pour tous les projets en matière d'espèces protégées. Bien évidemment, toujours déterminer rapidement pour son projet si jamais je suis concerné au regard de mes inventaires faune-flore par de la biodiversité protégée sur mon aire d'étude et mon périmètre de projet. Ensuite, établir si j'ai besoin ou non d'une dérogation espèces protégées au regard notamment du récent avis contentieux du Conseil d'État du 9 décembre 2022 qui a décidé que la dérogation espèces protégées n'était impérative que si le risque était suffisamment caractérisé pour les espèces protégées compte tenu des mesures d'évitement et de réduction qui sont proposées par le pétitionnaire dans son dossier. Et ensuite, troisième étape, se poser la question de l'intérêt d'une reconnaissance anticipée des raisons impératives d'intérêt public majeur, afin de pouvoir avoir en fait une reconnaissance de cette condition le plus en amont possible dans le processus des différentes autorisations. Mais point d'attention quand même là-dessus, notamment pour les DUP, il faudra faire très attention parce que le contrôle de l'utilité publique et le contrôle de l'intérêt public majeur ne sont pas exactement les mêmes. L'utilité publique, c'est un bilan coût-avantage, donc vous pesez les avantages et les inconvénients de votre projet en tenant compte notamment des mesures ERC s'agissant de l'environnement pour pondérer ces inconvénients. Les raisons impératives d'intérêt public majeur, le raisonnement est différent, on ne tient pas compte des inconvénients du projet et des mesures ERC. Il s'agit véritablement de justifier que le projet est indispensable. Donc c'est plutôt d'ailleurs un raisonnement proche du principe de nécessité, c'est que le projet ne peut pas ne pas être. C'est ça qu'il faut démontrer. Donc attention dans les dossiers de DUP qui risquent de confondre les deux, il faut être vigilant sur cette question. Et ensuite, donc si vous avez une reconnaissance anticipée des raisons impératives d'intérêt public majeur par ces différents dispositifs réglementaires, il faudra après déposer votre dossier d'autorisation environnementale ou de dérogation espèces protégées si jamais c'est pas inclus dans l'autorisation environnementale, où là vous devrez justifier du respect des deux autres conditions que j'ai rappelées ci-avant. Non, on va peut-être ouvrir une petite... Il n'y a pas de questions à ce stade, donc on va poursuivre. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les poser. Donc, on va en venir sur la réforme de la procédure d'autorisation environnementale, voilà, qui finalement a été inspirée, enfin ça fait quand même plusieurs années qu'il y a toute une série de dispositions qui viennent simplifier et accélérer les procédures d'autorisation environnementale. Simplifier, je suis pas sûre qu'on y soit parvenu. Accélérer, on y travaille, bon, c'est plus ou moins réussi. Mais il y a eu le rapport Guillot qui avait proposé des choses assez innovantes, dont une des dispositions majeures a été reprise dans la loi industrie verte, avec quand même un point d'alerte intéressant, c'est que donc, cette réforme de l'autorisation environnementale concerne tous les projets soumis à autorisation environnementale, que ce soit au titre de l'eau ou au titre des installations classées. C'est-à-dire qu'au-delà des projets industriels, ça concerne les opérations d'aménagement, éventuellement résidentielles, de bureaux, commerciales, qui sont soumises par exemple à autorisation environnementale, des projets d'infrastructure, etc. Donc, et par ailleurs, ça a aussi des incidences sur les autorisations d'urbanisme, j'y reviendrai. Donc là, vous voyez à l'écran un petit schéma qui rappelle la procédure actuelle. Donc aujourd'hui, il y a 3 grandes phases, examen, consultation, décision, qui se succèdent, c'est-à-dire qu'entre le dépôt de la demande d'autorisation et la signature de l'autorisation environnementale, il y a un délai théorique de 9 mois qui en pratique est davantage aux alentours de 17 mois, ce qui est bien supérieur aux délais qu'on constate habituellement dans les autres pays européens, même si les délais théoriques sont à peu près les mêmes partout, les délais réels finalement sont plus courts dans les autres pays, notamment parce que en fait il y a des phases qui sont menées de façon simultanée et non de façon séquencée comme c'est le cas aujourd'hui. Du coup, avec l'entrée en vigueur, donc aujourd'hui, le nouveau mécanisme est assez novateur. Hein. Il n'est pas encore applicable aujourd'hui. On attend un décret d'application qui devrait paraître prochainement. Il y a un projet qui circule actuellement sur lequel différents professionnels ont été amenés à faire des remarques. En tout cas, au plus tard, ça rentrera en vigueur 1 an après la promulgation de la loi, donc au plus tard, le 23 octobre 2024. Le système est assez différent, c'est-à-dire qu'on fusionne les phases d'examen et de consultation qui vont être menées simultanément et donc il n'y aura plus que 2 grandes phases, examen et consultation d'une part, puis phase de décision.
La vraie nouveauté, c'est que finalement, dès que le dossier est complet, il va être adressé, son instruction va être menée en parallèle de la consultation du public. C'est-à-dire qu'il va être envoyé à l'autorité environnementale s'il y a une étude d'impact, aux différents services qui vont examiner le dossier et émettre des avis au fur et à mesure, mais le dossier aura déjà été mis à la consultation du public en parallèle dans le cadre d'une procédure complètement rénovée qui est un mixte entre la participation par voie électronique qu'on connaît et l'enquête publique, puisqu'elle est menée par voie électronique, mais par un commissaire enquêteur, pour une durée d'au moins 3 mois, qui peut être portée, qui peut être plus longue, puisqu'il faut toujours au moins 1 mois de plus que l'avis de l'autorité environnementale. Elle débute par une réunion publique qui aura lieu dans les 15 premiers jours du démarrage, et elle se clôture par une réunion publique qui aura lieu, là encore, 15 jours avant la fin de la procédure de consultation. L'idée, c'est que tout est parallélisé, c'est-à-dire que les avis de l'autorité environnementale, différents services sont portés à la connaissance du public au fur et à mesure. Les réponses du pétitionnaire sont également portées à la connaissance du public au fur et à mesure, avec l'idée que ces réponses s'intègrent au dossier de demande, c'est-à-dire que si pour tenir compte d'un avis, le pétitionnaire décide de modifier de façon évidemment non substantielle son dossier, eh bien, on va considérer que c'est intégré à sa demande initiale. Donc, le public est informé que, par exemple, le pétitionnaire modifie tel et tel élément, de sorte qu'il n'ait pas besoin de recommencer des consultations et de la participation du public. Donc, toute cette procédure doit durer 3 à 4 mois. Elle se clôture par un avis du commissaire enquêteur qui a 3 semaines pour l'émettre. Je reviendrai sur cet avis ensuite. Et puis, une phase de décision de 2 mois, comme auparavant, qui peut être éventuellement un peu prorogée, avant la signature de l'arrêté et sa publicité. Donc, il y a vraiment une ambition de réduire de façon très substantiellement les délais, de les faire passer quasiment à 6 mois au lieu de 9 voire 12 théoriques. Il y a évidemment des critiques, hein. C'est quand même un dispositif qui est assez novateur, on va dire. La difficulté peut-être, c'est que finalement le public va peut-être attendre le dernier moment pour venir consulter le dossier, puisque s'il vient regarder trop tôt, il y a quand même un risque qu'il ne soit pas bien informé des différents avis ou des modifications apportées par le maître d'ouvrage, ou alors il va le faire à plusieurs reprises. Il y a aussi quand même une vraie difficulté à mon sens, c'est que le mémoire en réponse du pétitionnaire à l'avis de l'autorité environnementale va être très tardif, peut-être même que le maître d'ouvrage aura très peu de temps pour le faire. On voit bien aujourd'hui, notamment dans le cadre de contentieux, que la production de ce mémoire en réponse est vraiment un élément extrêmement déterminant pour sécuriser le dossier, puisqu'il va permettre d'apporter des modifications parfois, des compléments en tout cas, qui seront pris en compte par le juge en cas de contentieux. Or là, finalement, le pétitionnaire, il aura au maximum 1 mois pour produire ce mémoire en réponse, ce qui peut poser un problème, puisqu'auparavant, on pouvait par exemple reporter le démarrage de l'enquête publique en attendant par exemple de faire quelques études complémentaires ou d'ajouter des choses. Donc ça peut être un point de fragilité. Autre point de fragilité, c'est que ça complexifie quand même, à mon sens, le domaine. On viendra après, parce que cette procédure subsiste aux côtés de 2 autres qui continuent à exister, qui sont l'enquête publique et la participation par voie électronique. Oui, non, c'est bien. Non, oui, c'est bien. Donc, il y a ces 2 procédures qui continuent à exister, et c'est-à-dire que dès lors que vous allez avoir une enquête publique pour une DUP, dès lors que vous allez avoir une mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, sauf celle spécifique avec le décret qu'on a vu tout à l'heure qui va être mené après une PPVE, il y a quand même souvent des enquêtes publiques qui vont devoir être menées. Dès lors que vous allez devoir actualiser l'étude d'impact, ça va être une PPVE. Donc, entre nous, ça va quand même ramener une certaine complexité sur le choix de la procédure à mettre en œuvre. Sachant que si vous demandez simultanément une autorisation d'urbanisme et une autorisation environnementale, c'est cette procédure spécifique qui devra être mise en œuvre. Je vous ai fait un petit schéma là-dessus. J'y suis pas encore. Je vais vraiment voir. Je vous dis juste un mot sur l'avis du commissaire enquêteur, puisque c'est quand même un élément qui est assez intéressant. Contrairement à l'enquête publique,
le commissaire enquêteur n'a pas à formuler des conclusions qui seraient qualifiées de favorables, défavorables ou sous réserve, ce qui est quand même assez important. C'est-à-dire que dans la consultation du public ou industrie verte, il n'y a pas de caractérisation de l'avis. Pourquoi c'est important? C'est que lorsque l'avis du commissaire enquêteur est défavorable ou avec réserve et que cette réserve n'est pas levée, ça donne la possibilité au pétitionnaire de faire un référé suspension spécifique sans condition d'urgence et qui doit être accepté de droit dès lors que les conclusions sont défavorables et qu'il existe au moins un moyen sérieux contre la décision. Ce mécanisme n'existe pas lorsqu'on mène la procédure de consultation du public. La question qu'on peut aussi s'interroger, mais peut-être que le décret le précisera, c'est que si c'est un projet sous maîtrise d'ouvrage public, lorsqu'il fait l'objet d'une enquête publique, eh bien, il doit faire l'objet d'une déclaration de projet avant que l'autorisation puisse être délivrée. Ce n'est pas obligatoire lorsqu'on mène une participation par voie électronique. On peut s'interroger sur cette consultation du public. Est-ce qu'il faudra ou non faire une déclaration de projet? En tout cas, en l'état des textes, ce n'est pas prévu. J'en viens au petit schéma que je ne commande pas, mais que vous aurez dans le support si vous le souhaitez, et qui montre comment on parallélise l'instruction du permis de construire et de l'autorisation environnementale. Donc, ce schéma montre l'organisation actuelle et le schéma d'après montre comment ça s'articule après l'entrée en vigueur de la loi Industrie Verte. Donc, vous pouvez constater comment les différents délais s'organisent. Le projet de décret précise que lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme et que le pétitionnaire veut bénéficier de cette procédure de consultation conjointe, il faut joindre dans la demande d'autorisation la justification du dépôt de la demande de cette autorisation et que c'est une geste donc obligatoire dès lors qu'on va vouloir instruire les demandes de façon concomitante. Et puis, dernier point, on a étendu donc finalement c'est un dispositif qui est inspiré de l'article L600-7 du Code de l'urbanisme sur la possibilité de demander des dommages et intérêts à l'auteur d'un recours abusif. Donc, c'est étendu en matière d'autorisation environnementale. Ça nécessite, comme en matière d'urbanisme, un mémoire distinct et donc on peut solliciter une indemnisation. Bon, si ça marche, enfin, entre nous, on a déjà quelques retours d'expérience en matière d'autorisation d'urbanisme. C'est quand même un mécanisme qui ne fonctionne pas très bien. C'est davantage psychologique. Certains requérants, personnes privées, peuvent se sentir un petit peu anxieux à l'idée qu'on leur réclame des sommes importantes qui peuvent être encore plus importantes en matière d'autorisation environnementale puisque ça peut être des projets avec des investissements colossaux, mais bon, le juge aujourd'hui fait preuve quand même d'une certaine réticence à accorder des dommages à intérêts sauf vraiment caractère extrêmement abusif. En outre, cette disposition concerne uniquement l'autorisation environnementale et non les procédures d'enregistrement ou de déclaration préalable. Cela étant, comme c'est du plein contentieux, contrairement aux autorisations d'urbanisme, peut-être que le juge pourrait se saisir de ce genre de demande. Donc voilà un petit peu sur les nouveautés. Ensuite, on en vient à d'autres dispositions qui concernent l'égout, qui sont les grandes opérations d'urbanisme. Il y a toute une série de dispositions qui sont mises en œuvre pour venir faciliter la mobilisation du foncier, notamment dans les zones d'activité économique. Deux définitions pour se souvenir, parce que c'est important pour la suite. Donc l'opération LAGOU, la grande opération d'urbanisme, c'est une opération d'aménagement qui doit être prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement et qui, en raison de ses dimensions et de ses caractéristiques, requiert un engagement conjoint spécifique de l'État et d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public co-contractant. C'est un mécanisme qui n'a pas encore connu un franc succès, même si manifestement toutes ces dispositions sont faites pour inciter à la mise en place de davantage de goût. En fin 2022, il y avait 26 projets partenariaux d'aménagement, donc qui sont quand même des préalables indispensables à la création de goût, qui avaient été signés. D'autres étaient prévus en 2023, je n'ai pas les chiffres exacts, mais à ce jour, il y a uniquement deux grandes opérations d'urbanisme, une dans le centre-ville de Marseille, qui est là pour remédier à l'habitat dégradé, et l'autre qui concerne le sud de Paris, Percy-Charenton, le pont. Mais une des raisons était le fait que la création de goût
conduisait à transférer la compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme à la collectivité ayant pris l'initiative de cette grande opération d'urbanisme, qui pouvait bloquer certaines communes qui ne voulaient pas de ce transfert de compétences. Et la loi Industrie verte vient remédier un peu à cet obstacle en prévoyant la possibilité d'y déroger et de prévoir dans certains cas de figure que le maire ou le préfet soit compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme. Il y a par ailleurs la notion de ZAE qui sont des zones qui réunissent différentes activités industrielles, économiques, qui ne sont pas des opérations d'aménagement, mais qui sont identifiées comme telles sur un territoire. Donc, plusieurs mesures pour venir finalement mobiliser ce foncier, notamment au sein des ZAE. Donc, une disposition pour permettre le regroupement des surfaces de vente. L'idée, c'est finalement, parce que en fait, quand on transfère des surfaces de vente à l'heure actuelle, c'était soumis à autorisation d'exploitation commerciale dans certaines conditions. L'idée, là, c'est de simplifier cela et de permettre finalement, dans le périmètre d'égout, lorsqu'on est au sein d'une zone d'activité économique et qu'on veut regrouper certaines surfaces commerciales, eh bien, on est dispensé d'autorisation d'exploitation commerciale. Dès lors, il y a 3 conditions. Ça contribue à la réalisation des objectifs de l'opération, on ne crée pas de nouvelles surfaces de vente et on n'a pas d'artificialisation des sols. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir plus facilement regrouper ces zones et libérer du foncier pour de l'activité, notamment industrielle. À titre expérimental, c'est aussi valable en dehors des égouts pour 3 ans. Ensuite, ça c'est une disposition, alors c'est plus une réécriture qu'une disposition complètement nouvelle. C'est des possibilités de déroger au PLU dans le cadre d'une GOU. En réalité, cette possibilité existait déjà auparavant, mais elle n'était pas dans le même article. Elle était dans les grandes opérations d'urbanisme étaient visées dans les dispositions générales qui prévoient la possibilité de déroger dans des communes de plus de 50 000 habitants ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique. Là, en fait, il y a eu un regroupement des possibilités de dérogation au PLU dans le périmètre d'égout avec celles qui existaient auparavant pour les ORT. Donc, il y a une uniformisation des dérogations possibles pour les ORT et pour l'égout. Mais attention, ce n'est pas exactement du coup les mêmes possibilités de dérogation qu'auparavant. Elles sont finalement plus larges aujourd'hui, puisque désormais, ça va viser la possibilité de déroger aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives, aux règles de gabarit, de densité. Donc, il y a toute une série de dispositions et une dérogation particulièrement intéressante qui n'existait pas auparavant dans le périmètre d'égout, autoriser une destination non autorisée par le document d'urbanisme dès lors qu'elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné. Donc, ça va quand même assez loin. C'est pas uniquement des possibilités de déroger en termes de gabarit, de hauteur, d'implantation ou aux obligations de stationnement, des choses qu'on connaissait auparavant, mais c'est même des possibilités de déroger à la destination. Sachant que ces dérogations ne peuvent pas se cumuler avec celles qui de droit commun. C'est-à-dire que dans une GOU qui serait créée sur une commune de plus de 50 000 habitants, on ne pourra pas cumuler les différents types de dérogations. Il va falloir choisir celle qu'on applique. Oui, il y a aussi la possibilité de créer il y a un élargissement du périmètre du droit de préemption commerciale. C'est un droit de préemption qui peut s'exercer sur les fonds de commerce et sur les terrains destinés à accueillir des surfaces de vente. Donc, il y a une possibilité d'en instituer dans le périmètre d'égout pour mettre en œuvre une zone d'activité économique avec des critères un petit peu différents du droit commun. C'est-à-dire que le droit commun, normalement, ça ne vise que les terrains entre 300 et 1000 mètres carrés. Au sein d'égout, on pourra monter à des terrains qui vont entre 1000 et 4000 mètres carrés. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir aller techniquement de 300 à 4000 mètres carrés sur les terrains. Et le droit de rétrocession, parce qu'il y a une obligation de rétrocéder les terrains, puisque l'objectif de droit de préemption commerciale, c'est de permettre l'installation de commerce. Donc, il y a une obligation de rétrocéder ce bien. En droit commun, c'est 2 ans, mais au sein d'égout, il est porté à 6 ans, voire 7 ans, en cas de mise en location du gérant du fonds de commerce artisanal. Et puis, le dernier point, mais j'ai déjà évoqué au début, puisque c'était un des freins à l'institution d'égout, c'était le fait que désormais, on va pouvoir prévoir que ce n'est pas forcément la collectivité qui a pris l'initiative de la GOU qui est compétente en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme. On peut identifier des périmètres
dans lesquels c'est le maire ou le préfet qui le serait de façon classique. Et puis, on a animé cela aussi avec la signature des conventions de projets urbains partenariats. Est-ce qu'on a des questions? Je ne sais pas s'il y a des questions. Toujours pas de questions pour l'instant, donc n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le chat à votre disposition. Nous les transmettrons pour qu'elles puissent être répondues au cours de la présentation et en fin de séance. Merci. Donc, nous en passons aux mesures qui sont relatives à la réhabilitation des friches. Alors d'abord, il y a une série de mesures sur la réhabilitation des friches industrielles qui sont destinées à faciliter la réhabilitation des friches industrielles et surtout leur reconversion vers d'autres usages pour les mobiliser, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons environnementales, notamment en matière d'artificialisation des sols. Alors, un des premiers dispositifs, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous avez une cessation d'activité et que vous avez des mesures de réhabilitation vis-à-vis d'un usage futur, en principe, c'est fixé en coordination avec les collectivités territoriales et l'État. Mais s'il y a un désaccord entre l'industriel et ses instances sur cet usage futur, ce qui prévaut, c'est un usage comparable à celui de l'objet de l'ICPE. Aujourd'hui, cette mesure, elle est considérée comme un frein à un certain nombre de reconversions de friches, notamment en lien avec ce que pourraient souhaiter les collectivités territoriales. Et donc, la loi Industrie Verte prévoit un nouveau dispositif selon lequel, si l'usage comparable à l'ICPE est regardé comme incompatible avec les documents d'urbanisme vis-à-vis de la politique urbaine qui est poursuivie par la collectivité, donc sur ce terrain, le préfet peut fixer maintenant des mesures de réhabilitation plus contraignantes afin de permettre un usage futur compatible avec ce qui est prévu par les documents d'urbanisme. Ça posera probablement des petites questions en matière de sécurité juridique et de droit acquis. Deuxième point, c'est l'élargissement du champ de la procédure de changement d'usage au cas où les données sur la réhabilitation régulière du site feraient défaut. C'est un changement par rapport à l'état actuel antérieur du droit où la procédure de changement d'usage n'était possible que pour des terrains ayant accueilli une ICPE mise à l'arrêt définitivement et régulièrement réhabilitée. Donc cette disposition sera utile principalement pour les sites dont l'historique n'était pas certain. Donc là, c'est véritablement une disposition pour les sites, les friches industrielles dont on ne connaît pas les conditions dans lesquelles la réhabilitation a été faite pour permettre une mutation. Ensuite, c'est un point très important, c'est la modification du régime du tiers demandeur. Donc, dans le cadre du tiers demandeur, donc c'est quand un tiers va se faire la réhabilitation pour le compte d'un exploitant qui fait sa cessation d'activité. Aujourd'hui, le tiers demandeur est chargé avant la loi Industrie Verte, c'est chargé de la réhabilitation. Désormais, dans le cadre du nouveau dispositif, le tiers demandeur pourra à la fois assurer la mise en sécurité du site et sa réhabilitation et se substituer à l'exploitant dès la cessation d'activité de l'ICPE. C'était une pratique qui en réalité était tolérée par l'administration mais qui ne figurait pas dans les textes, mais désormais s'est cristallisée dans le droit. Par ailleurs, il y a une modification, il y a un élargissement de la responsabilité du tiers demandeur, puisque désormais, en cas de défaillance du tiers demandeur donc sur la réhabilitation, le dernier exploitant sera responsable uniquement de la mise en sécurité de l'exploitation ICPE. Donc, il ne conserve plus de responsabilité subsidiaire de remise en état en cas de défaillance du tiers demandeur. Donc, il s'agit de renforcer la sécurité du dernier exploitant qui recourt à cette procédure de tiers demandeur. Et enfin, précision importante par les textes, puisqu'il y avait des débats sur ce sujet, mais désormais ils sont réglés par la loi Industrie Verte. Le préfet a la possibilité expresse de mettre en demeure un exploitant et de procéder à la mise à l'arrêt définitif d'une partie d'une ICPE qui n'aurait pas été exploitée depuis 3 années consécutives. Donc, c'est destiné à permettre des cessations partielles d'activité sur des parties de l'ICPE qui auraient été inexploitées depuis 3 années consécutives.
Donc de nouveau, il s'agit de permettre la reconversion le plus rapidement possible et le plus efficacement possible des sites industriels. Donc ça, c'était le volet ICPE, mais il y a également un volet document d'urbanisme, un volet urbanistique. Alors, la question des friches vis-à-vis du droit de l'urbanisme, ça fait un bout de temps qu'on se la pose. Nous, c'est vrai que au cabinet, ça fait depuis 5 ou 6 ans qu'on est dans des clubs de réflexion sur comment mobiliser les friches, comment faire un cadre juridique de mobilisation des friches, etc. Notamment, on avait participé à ça, je me souviens, avec le LIFTI en 2019. Alors, la loi Climat et Résilience avait donné une première impulsion, puisqu'elle a proposé une première définition législative de la friche, que je me permets de vous lire. Donc, tout bien ou droit immobilier bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans aménagement ou des travaux préalables. Donc, véritablement, une définition centrée sur à la fois l'inutilisation et la nécessité d'un investissement pour un réemploi. Elle figure à l'article L111-26 du Code de l'urbanisme et les différentes conditions dans lesquelles un site peut être qualifié de friche ont été précisées récemment par décret à l'article D111-54 du Code de l'urbanisme. Alors, c'est très important toute cette notion émergente de friche dans le droit de l'urbanisme parce qu'elle est notamment centrale dans les mécanismes qui sont destinés à lutter contre l'artificialisation des sols. Je rappelle que désormais, lorsque les PLU veulent ouvrir à l'urbanisation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ils doivent justifier qu'on ne peut pas mobiliser les espaces urbanisés existants, dont les friches. Et par ailleurs, il existe un bonus de constructibilité maintenant de 30% pour les projets sur les friches. Donc ça, c'était la loi Climat et Résilience. La loi Industrie verte vient rajouter une petite pierre à l'édifice, notamment à travers une modification du régime du schéma de cohérence territoriale, le SCOT. Désormais, le projet d'aménagement stratégique du SCOT devra tenir compte des friches lorsqu'il fixe des objectifs en matière d'artificialisation des sols, et le document d'orientation et d'objectifs du SCOT, lorsqu'il définit les conditions d'implantation des installations commerciales et logistiques, doit privilégier, flécher ces implantations sur les espaces vacants et sur les friches. Ce n'est pas des dispositifs révolutionnaires. Par exemple, en matière d'aménagement commercial, quand on artificialise, il faut déjà justifier du fait qu'on ne peut pas mobiliser une friche, mais ça vient néanmoins encore orienter la plume des auteurs des documents d'urbanisme vis-à-vis d'une mobilisation des friches, notamment lorsqu'ils vont devoir définir leurs objectifs en matière d'artificialisation des sols et plus précisément de consommation des nappes pour la tranche 2021-2031. Alors, sujet également que nous voulions aborder, c'est la réforme des modalités de la compensation écologique. La loi Industrie verte s'est attachée à faire un constat en matière de compensation écologique, et notamment la manière dont les dispositifs sont actuellement mobilisés par les porteurs de projets et les freins qu'ils peuvent constituer, et propose un certain nombre d'évolutions sur ce sujet. Alors, un des premiers points, c'est là pour le coup sur le fond du mécanisme de la compensation, c'est l'ajout de la notion de proximité fonctionnelle. Donc, je rappelle que l'article 163-1 du Code de l'environnement prévoit un certain nombre de principes pour la compensation écologique. Donc, le principe phare est l'équivalence écologique, c'est-à-dire l'absence de perte nette de biodiversité, mais également la pérennité des mesures, leur efficacité et le fait qu'elles soient réalisées soit sur le site d'impact ou à proximité de celui-ci. La loi Industrie verte ajoute une notion de proximité fonctionnelle, qui est une notion intéressante, puisque elle permet de ne plus faire le focus sur une proximité géographique ou géométrique avec le site d'impact, mais une proximité qui implique de raisonner sur un angle éco-géographique, c'est-à-dire en termes de fonction. Par exemple, c'est quelque chose qui dérive de l'approche qu'on a en matière de zone humide. Il ne s'agit pas simplement de compenser une zone humide sur le même bassin versant, mais il s'agit aussi d'avoir une compensation de cette zone humide de manière cohérente fonctionnellement, par exemple sur un même système hydrogéomorphologique. Zone humide de plateau, on la compense par une zone humide de plateau. Donc c'est cette nouvelle approche et qui va permettre aussi de ne plus raisonner
comme certains services instructeurs peuvent le faire, en des termes purement de distance, mais plutôt sur des termes d'unité fonctionnelle écologique. Mais ça, c'est une évolution littérale appréciable. Mais le vrai sujet, en fait, est sur les modalités de la compensation. Donc, je rappelle qu'il y a 3 modalités de compensation. Soit quand vous avez un impact notable sur la biodiversité, soit la compensation est réalisée directement par le maître d'ouvrage, soit elle est réalisée par un opérateur de compensation qui peut être une personne publique ou privée qui va être chargé de réaliser ces mesures de compensation dans un cadre contractuel qui la liera avec le maître d'ouvrage, soit par l'acquisition d'unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, les SNCRR. Et c'est là où il y a une vraie évolution, c'est ce qu'on appelle la compensation par l'offre. Alors, la loi Industrie verte vient globalement change assez substantiellement le cadre global de la compensation écologique et vient repréciser un certain nombre d'éléments. Donc, notamment sur cette compensation par l'offre, où elle nous dit qu'on peut à la fois faire de la compensation par la demande, par le maître d'ouvrage ou par son opérateur de compensation et par l'offre, mais elle prévoit aussi un certain nombre d'évolutions sur ces fameux SNCRR. Alors, je rappelle que c'est très important de le rappeler, qu'en tout état de cause, quelle que soit la modalité de compensation que vous allez retenir, la dette écologique est intransmissible, quelles que soient les modalités de retenue. C'est-à-dire que c'est toujours le bénéficiaire de l'autorisation environnementale qui est responsable de la dette écologique. Même dans la loi Industrie verte, on ne peut pas le transférer à l'opérateur de compensation, on ne peut pas la transférer au responsable du SNCRR. Ce qui est un vrai frein, en fait, dans cette compensation écologique, cette absence de possibilité de transférer la dette écologique, comme dans le cadre des ICPE avec le mécanisme du tiers demandeur. Le seul moyen de transférer sa dette écologique, même après la loi Industrie verte, ça reste toujours le transfert de l'autorisation environnementale. Il faut préciser qu'on ne peut pas faire de transfert partiel juste sur les compensations. Donc ça c'est le cadre. La loi Industrie verte va néanmoins proposer un certain nombre de dispositifs innovants qu'on vient de mentionner. Donc c'est ces nouveaux SNCRR qui vont consister en fait pour un responsable de SNCRR à proposer un certain nombre de mesures de génie écologique sur un site qui vont provoquer un gain écologique sur ce site, gain écologique qui va être transformé en unités qui pourront être acquises par les maîtres d'ouvrage pour compenser leurs atteintes sur la biodiversité biodiversité plus particulièrement biodiversité protégée lorsque vous êtes soumis à une dérogation espèce protégée. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'ancien régime de la compensation par l'offre, sur les anciens sites naturels de compensation, il devait y avoir une distinction entre le titulaire du site et le maître d'ouvrage. Et la loi Industrie verte met fin à cet élément-là. Désormais, je peux être à la fois titulaire d'un SNCRR et maître d'ouvrage d'un projet, et donc utiliser les unités que je génère sur ce SNCRR pour mon propre projet. Ça, c'est une évolution intéressante et intelligente. Par ailleurs, le dispositif rappelle bien que ça peut être utilisé par anticipation, c'est-à-dire que je peux générer des unités de compensation, de restauration et de renaturation en anticipation d'un impact futur. Quand j'ai un projet, que je sais, bah voilà, j'ai une intention de m'implanter ici, je vais éventuellement faire un SNCRR pour anticiper ce point, éventuellement en mutualisant avec d'autres maîtres d'ouvrage ou en discutant avec une personne publique qui serait d'accord pour porter ce type de site. Par contre, le dispositif prévoit toujours un agrément, c'est-à-dire que ces sites seront toujours soumis à un agrément de l'État. Cet agrément, alors il y en a aujourd'hui déjà prévu, mais il doit y avoir un nouveau décret qui va repréciser de nouvelles conditions. On sait juste actuellement que la loi dit que l'agrément devra prendre en compte le gain écologique attendu, l'intégration du site dans les continuités écologiques, sa superficie et les pressions anthropiques qui s'exercent sur ce site. Donc on attend encore le décret qui va venir repréciser ces conditions de l'agrément. Et ce sera une grande clé du succès du dispositif, puisque aujourd'hui,
le dispositif de la compensation par l'offre, ce qu'on a constaté, c'est plutôt un échec, c'est-à-dire qu'il y a très peu de sites, à part deux sites CDC Biodiversité, alors que c'était conçu comme étant un dispositif qui devait être généralisé. Il a été réduit à peau de chagrin, puisque les conditions d'agrément notamment étaient trop strictes, et il y a eu beaucoup de dossiers de rejet. Donc, si le gouvernement, puisque ce qui ressortait des débats parlementaires, c'était véritablement l'idée de généraliser ce dispositif de la compensation par l'offre, souhaite que les maîtres d'ouvrage puissent véritablement s'en saisir, il faudra que les conditions d'agrément prévues par voie réglementaire soient suffisamment pragmatiques. Point aussi intéressant à souligner, c'est que maintenant les établissements publics fonciers peuvent créer des SNCRR, parce qu'ils ont maintenant une compétence en matière de renaturation. Et ces sites peuvent être identifiés par les SCOT et les PLU sur respectivement les zones de renaturation préférentielle et les secteurs à renaturer pour flécher en fait ces SNCRR sur les sites de compensation au titre du zéro artificialisation nette. Donc il y a une tentative de mutualisation des compensations ZAN avec des compensations écologiques dans l'idée que la collectivité crée quelque chose de cohérent sur son territoire, c'est-à-dire que véritablement, elle planifie une démarche éviter, réduire, compenser à l'échelle de son territoire, en anticipant à la fois les questions d'artificialisation des sols et d'impact écologique, mutualise les deux et prévoit dans ses documents de programmation un certain nombre de sites qui vont être fléchés pour ces opérations de renaturation et de compensation. Justement, on en vient à une petite slide qu'on a voulu vous faire en termes de conclusion et d'incise, parce qu'on s'est dit que ça vous intéresserait. C'est l'articulation du ZAN avec la question des industries vertes. Alors, la loi industrie verte, formellement, sauf erreur de ma part, ne revient pas réformer le dispositif ZAN, mais néanmoins, il y a des liens qui peuvent être faits évidents entre les deux. Le dispositif ZAN, donc c'est la loi climat et résilience, son article 194, 180 ou 194, puis la réforme qu'il y a eu récemment, le 20 juillet 2023, destinée à faciliter la mise en œuvre du zéro artificialisation nette et les différents décrets d'application qui sont pris. Donc je rappelle, le dispositif est en deux temps. Premièrement, la période 2021-2031, réduire de 50% la consommation d'ENAF sur le territoire, puis en 2031-2050, aller progressivement vers le zéro artificialisation nette. La loi du 20 juillet 2023 a créé un forfait national de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers de 12 500 hectares au niveau national, dont 10 000 hectares qui sont mutualisés au niveau des régions qui sont couvertes par un SRADET pour éviter que tout soit respiré par la région de France. A créé les projets d'envergure nationale ou européenne. Donc ces projets, c'est PEN, je sais pas, on verra, projets d'envergure nationale, on va les appeler les PEN ici, seront comptabilisés donc, dans ce forfait de 12 500 hectares et donc ne seront pas pourront être exclus de la comptabilité ZAN au niveau régional et au niveau local. Et donc, elles pourraient être exclues des objectifs de réduction de 50% de consommation d'ENAF au niveau des SRADET et au niveau des SCOT et des PLU. Alors, peuvent être considérés comme ces projets d'envergure nationale ou européenne des projets industriels d'intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable. Alors, c'est intéressant. Puisque ça fait en effet écho directement au dispositif, aux définitions qu'on vient de voir sur les différents dispositifs, notamment en matière de mise en compatibilité. À notre sens, il est clair que ces projets d'envergure nationale ou européenne pourront entrer dans cette catégorie également les projets d'intérêt national majeurs qui seront identifiés en vertu du nouvel article L300-6.2 du Code de l'urbanisme et qui pourront par ce biais-là être intégrés dans le forfait national de 12 500 hectares et qui ne seront pas comptabilisés au niveau régional ou local.
potentiellement aussi, et d'ailleurs, sur les projets L300-6 du Code de l'urbanisme, qui serait par la déclaration de projet classique et élargi dans le cadre du dispositif Industrie verte. Alors ça, c'est intéressant, puisque c'est vrai qu'il y a un certain nombre de projets, notamment sur les grands ports maritimes, mais pas que, où vous avez en effet des espaces qui ne sont pas encore urbanisés, qui sont sur des réserves foncières en 2 AU. Et donc ces projets-là, pour éviter notamment de pénaliser les collectivités qui vont recevoir ces projets-là, pourront donc être comptabilisés dans ce forfait national. C'est pour éviter de pénaliser ces collectivités qui vont, elles, s'engager vis-à-vis de ces nouveaux projets à haute valeur ajoutée. Par contre, les procédures ne sont pas calibrées, c'est-à-dire que le PEN, il est reconnu par un arrêté du ministre après consultation locale, notamment des instances locales ZAN, et du président de région et des collectivités, des exécutifs locaux. Donc, il va falloir faire à la fois le décret et en plus qu'il y ait une inscription de ce projet sur une liste ministérielle qui va recenser tous ces projets d'envergure nationale ou européenne. On multiplie un peu les procédures, c'est dommage, on aurait pu avoir un dispositif intégrateur. Mais en tout cas, bon, il est assez clair que je pense qu'il n'y aura pas trop de difficulté à inscrire ces projets dans la liste ministérielle qui permettra de bénéficier du forfait national de consommation d'ENA. Dernier point, les opérations d'aménagement, d'équipement ou de logement qui sont directement liées aux projets d'envergure nationale et européenne pourront être considérés comme des projets d'envergure régionale ou des projets d'intérêt intercommunal. Alors pour les projets d'envergure régionale, les consommations d'ENAF sont prises en compte au niveau du SRADET, c'est-à-dire au niveau du plafond SRADET, mais ne sont pas déclinés localement au niveau du SCOT et du PLU. Et pour les projets d'intérêt intercommunal, alors là c'est un peu plus flou, mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait c'est mutualisé au niveau du SCOT, mais que donc il y aura une part qui sera prise en compte à l'échelle du territoire du SCOT, mais que ce sera pas impacté à l'échelle des PLU. Et ça, il faudra aussi que ce soit précisé, parce que ce n'est pas exactement très clair l'intérêt de ce dispositif tel qu'il est prévu actuellement dans le régime du SCOT. En tout état de cause, ce qui est intéressant, pourquoi ce dispositif a été prévu, c'est parce qu'un certain nombre de députés ont dit oui, mais en plus, il faut quand même loger les gens qui vont travailler dans ces nouvelles industries. Et donc, ce dispositif a été prévu pour également alléger la charge pour les collectivités en matière de consommation d'ENAF lorsqu'elles vont accueillir ces projets structurants industriels et qu'elles vont par ailleurs mener des opérations d'aménagement pour accompagner l'ensemble des services urbains qui vont être nécessaires au fonctionnement de ces projets industriels. Je pense que j'ai terminé, oui. Il y a une seule question de Monsieur Thomas Durand. Concernant l'élargissement de la procédure de changement d'usage, cette faculté indique-t-elle que le maître d'ouvrage portera la responsabilité totale de la réhabilitation, là où antérieurement il ne portait la responsabilité que du seul changement d'usage? Attends, je le dis. C'est le sens du dispositif, en effet. C'est de faire porter la totalité de la responsabilité au tiers demandeur. Tout à fait. Est-ce que du coup, il y a d'autres questions? Écoutez, pas de questions supplémentaires. On va peut-être attendre encore. Il est 15h34, donc on a un tout petit peu dépassé notre créneau. Si vous avez quelques questions, c'est le moment de les poser en utilisant le chat. Je crois qu'on n'a pas de questions. Donc, je vais laisser le mot de la fin à Peggy. Merci à tous d'avoir participé à notre webinaire. Donc, il sera disponible en replay sur le site de Moniteur Juris très bientôt. Et voilà, je remercie nos deux intervenants pour leur conférence. Et je vous dis à très bientôt pour un autre rendez-vous expert. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Je crois que c'est rouge.